Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans votre grand journal de ce jeudi 1er juin sur Martinique la Première. À la une, ce soir, l'ouverture officielle de la saison cyclonique. Selon les prévisions, près de 15 phénomènes importants devraient concerner notre région. La moitié d'entre eux pourraient être des ouragans majeurs. Comment sensibiliser les plus jeunes à la nécessaire protection de la nature? Au François, un millier d'écoliers participent en ce moment aux Journées de l'environnement, au programme jardinage, recyclage et ateliers éco-responsables. C'est le rendez-vous de ceux qui ne connaissent pas la crise. Le Martinique Boat Show, il a ouvert ses portes aujourd'hui à l'étang Abricot. 70 exposants pour représenter les différents métiers de l'économie bleue dans ce grand salon nautique. 35 000 bouteilles d'un soda haïtien portant le nom Champagne, saisies et détruites en Haïti. Les boissons produites par l'usine locale de Coca-Cola étaient destinées au marché français. Pour la justice, il s'agit d'une usurpation d'appellation d'origine. Et enfin, quand la soul tropicale de David Walters séduit le public parisien, le chanteur d'origine martiniquaise a présenté son dernier album dans la célèbre salle de spectacle de la Cigale. C'était hier soir. Une belle découverte, ce sera donc en fin de journal. C'est donc officiel, nous sommes entrés ce jeudi 1er juin en période cyclonique. Les organismes de prévision annoncent une saison assez classique avec un nombre d'ouragans dans la moyenne, entre 12 et 15. Il y a en revanche beaucoup d'incertitudes en ce qui concerne l'intensité possible de ces phénomènes. On voit cela avec Stéphane Petitfrère. Depuis le cyclone Dean, il y a 16 ans, la Martinique a été relativement épargnée par les dévastations, malgré une grosse frayeur en 2017 et l'ouragan Maria. Alors comment les Martiniquais abordent-ils cette nouvelle saison? On a été épargnés quand même pas mal, on va dire, ces dernières années. Alors j'espère que ça sera aussi le cas cette année. Il faut se préparer, faire ses réserves d'eau, élaguer les arbres, faire des réserves de nourriture, de conserve notamment. Des précautions habituelles. Les gens vont peut-être commencer à se préparer vers la mi-juillet. Un peu quand on a bien entamé les vacances, parce que là, il faut quand même du temps pour élaguer les arbres, pour faire un peu de nettoyage, pour solidifier un petit peu les fenêtres, un peu tout chez nous. Après 3 années plus actives que d'habitude et une saison record en 2020 et 30 phénomènes, on s'oriente, selon les organismes de prévision, vers une saison 2023 plus classique et une quinzaine de phénomènes. Mais l'exercice des prévisions semble particulièrement délicat cette année. Il y a une grande incertitude sur ces prévisions-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces prévisions sont basées sur l'évolution de 2 phénomènes essentiels. D'une part, l'évolution de la température de surface de la mer. On a une température de surface de la mer qui est actuellement supérieure à la normale et qui va le rester, voire même s'amplifier. Donc ça, c'est plutôt un élément pour que la saison cyclonique soit plus active que la normale. Or, un cycle El Niño va avoir des répercussions sur l'atmosphère de l'Atlantique tropicale qui sont plutôt défavorables pour avoir une activité cyclonique importante. On a donc 2 effets qui s'inversent. Et ça rend à nos prévisions d'activité cyclonique une incertitude très importante. Les prévisions concernent l'ensemble de l'Atlantique et le golfe du Mexique. Difficile de prédire par où passeront les 3 ou 4 ouragans majeurs prévus cette année, mais chacun espère bien voir les trajectoires s'infléchir vers le nord, comme d'habitude. Protéger la nature s'apprend dès le plus jeune âge. La ville du François l'a bien compris et a invité près d'1 millier d'écoliers à ces journées de l'environnement. C'était ce matin. Les élèves ont volontiers participé aux ateliers autour du jardinage, du recyclage et des comportements éco-responsables. Reportage signé Sanga Fagour et Patrick Jean-Guiteau. Prends vraiment en bas, place tes mains en bas, sinon ta mode va s'abîmer. Sur les précieux conseils des membres de l'association Beljadin, 2 petites masses actives à remuer la terre. Pour certains, une découverte, pour d'autres, une habitude. Je plante déjà chez moi. Ah, qu'est-ce que tu plantes chez toi? Alors, de l'oignon pays. Je plante aussi des goyaves, de l'abricot, des sapotines, des tomates. Je plante aussi de l'aubergine. Ça me plaît parce qu'en fait, tu peux planter des choses au lieu d'acheter. C'est meilleur que dans les fruits du supermarché parce que c'est du pays. Dans cet autre atelier, on apprend à reconnaître fruits et espèces végétales. Et là encore, certains sont incollables. Avocado.
Mais au-delà de la culture raisonnée de la terre, les journées de l'environnement visent aussi à sensibiliser les écoliers aux gestes éco-citoyens dans leur ensemble. L'empreinte eau, c'est la quantité d'eau dont on a besoin pour la fabrication d'un objet. Et cela passe aussi par la protection de la ressource eau et des fonds marins. Pour la création d'un t-shirt, j'ai besoin de 2500 litres d'eau pour faire un seul t-shirt. J'ai découvert qu'il y a un 7e continent, en quelque sorte. C'est un endroit dans la mer où il y a un tas de déchets regroupés. Je vais essayer de ne pas jeter moins de déchets dans la nature déjà. Et de plutôt utiliser des gouttes que des bouteilles en plastique. On a appris la déchetterie, donc à ne pas polluer la mer, etc. Parce que sinon, les animaux ils vont mourir parce qu'ils avalent les morceaux de plastique et ça les étrangle et ils meurent. Une sensibilisation des plus jeunes dont la municipalité du François a fait une volonté. La collectivité a une responsabilité à côté du rectorat concernant l'éducation des enfants. Donc pour nous, c'est la priorité. Donc il fallait absolument faire mener cette action de protection, d'incitation des enfants à la protection de l'environnement. Près de 1000 écoliers vont participer jusqu'à demain à ces journées de l'environnement, avant la journée mondiale du lundi 5 juin. Et ouvrons à présent le chapitre politique de ce journal avec une question. Le PPM ira-t-il au sénatorial en ordre dispersé en septembre prochain? Officiellement, les primaires organisées par le parti ont désigné un candidat, c'est Raphaël Séminor. Mais cette nomination ne fait pas l'unanimité. Comme il y a 6 ans, il pourrait donc y avoir d'autres candidats PPM en lice, passant outre les consignes du parti. Franck Zozor, Olivier Nicolati Duclos. Le siège du PPM ce matin joue comme un autre pour ses membres du comité national qui s'occupe des affaires courantes. Hier, le parti progressiste martiniquais a rendu public le nom de son candidat, c'est Raphaël Séminor, ancien conseiller général de Fort-de-France. Il a été élu le 15 mai dernier au cours de primaires. 6 candidats étaient en lice, France Taudiard, Raphaël Séminor, Christian Lapoussinière, Lydie Brusset, Alain Alfred et Dominique Carotine. 2 candidats étaient au second tour et c'est Raphaël Séminor qui l'emporte. Oui, le PPM sera avec M. Séminor. Et ça a été réaffirmé au dernier comité national que tout notre soutien va à M. Séminor. Le problème, c'est que France Taudiard, candidat battu de 2 voix aux primaires des sénatoriales, conteste sa défaite. Il estime qu'il y a un problème quant au nombre de votants. Il pourrait donc se présenter sans l'aval de son parti le 24 septembre prochain à la préfecture. Et ce jour-là, le PPM soutiendra aux côtés de Raphaël Séminor un autre candidat. C'est le maire de Trinité, Frédéric Buval, choisi par l'Alliance. C'est une décision qui a été prise évidemment avec tous les mouvements de l'Alliance. Donc nous, on s'est organisé pour choisir notre candidat et chaque mouvement de l'Alliance a fait de même. Ils se sont interrogés entre eux et à l'issue, nous avons Monsieur Frédéric Buval, maire de Trinité et président du mouvement trinitéen, qui a posé sa candidature. Le PPM et l'Alliance soutiennent donc pour les prochaines sénatoriales Raphaël Séminor et Frédéric Buval. Un scrutin qui pourrait réserver quelques surprises. On se souvient qu'Yvon Paquet, qui pourrait bien être candidat, s'était déjà présenté aux dernières élections sans l'aval de son parti, à l'époque le PPM. Élection qui a vu la victoire de Maurice Antiste, le candidat de l'Alliance, et de Kaskin Concon. Le même scénario pourrait se reproduire 6 ans plus tard. Et à l'Assemblée nationale, si la Commission des affaires sociales a retoqué hier la proposition de loi sur la retraite à 62 ans, elle a en revanche validé un autre texte qui concerne les Outre-mer. Un texte qui vise à renforcer la continuité territoriale entre nos territoires et la France hexagonale, porté par le député guadeloupéen Olivier Servat, qui attend du gouvernement maintenant qu'il confirme ses récents engagements en la matière. On écoute Olivier Servat avec Laurence Théatin et Alban Lucien. Je note quand même que sur les 7, c'est la seule qui a été validée en commission à l'unanimité des députés. Ça veut dire quand même que nous avons fait un travail avec la majorité et le gouvernement. 4 propositions étaient mises à l'ordre du jour. 1.
Les actifs, ceux qui travaillent, ont parfois besoin d'aller faire des formations continues en hexagone quand il n'y a pas cette formation en outre-mer. Eh bien, ces choses faites, ce sera possible parce que ça coûte de l'argent. Et donc, parfois, ils diront non, c'est qu'on sait que lorsqu'on ne se forme pas, eh bien, on est moins performant. Et donc, ça n'est pas bon ni pour la personne, ni pour l'économie. 2, les étudiants qui font des allers-retours doivent pouvoir prendre des billets à des prix raisonnables. Aujourd'hui, vous avez pour la Guadeloupe à peu près 375 € tous les 3 ans. C'est largement insuffisant. Donc, on va vouloir remonter ces seuils et le gouvernement et les députés s'y sont engagés à le prendre par décret. Nous attendons bien évidemment des réponses claires du ministre le 8 juin. Et enfin, nous avions un élément très important. Quand on découvre une maladie d'un enfant et qu'il n'y a pas de possibilité de le soigner en outre-mer, il doit partir. 1 ou 2 de ses parents doivent le rejoindre. Et là, il doit arrêter son travail, trouver un logement et ça coûte un paquet d'argent. Et donc, on a fusionné, ça a été validé, 2 aides, une aide pour l'accompagnement de l'enfant et une aide pour enfants adultes handicapés. Et donc, je me réjouis que ça va pouvoir soulager les parents. C'est un événement, 70 exposants et 5000 visiteurs attendus au Martinique Boat Show. Le port de plaisance de l'Étang-Abricot accueille la 3e édition de ce grand salon nautique jusqu'à dimanche. Constructeurs, vendeurs de bateaux et excursionnistes vont ainsi promouvoir notre économie bleue, un secteur qui a le vent en poupe et génère de nombreux emplois. On voit cela avec Aurélie Treuil et Thierry Saucan. Au Martinique Boat Show, il y en a pour tous les goûts. Des plus petits bateaux à moins de 50 000 € aux plus gros dont la valeur dépasse les 2 millions d'euros. Comme ce bateau exceptionnel que l'on peut louer le temps d'une croisière dans les Grenadines. Mais les excursionnistes installés sur le ponton viennent surtout pour démarcher un nouveau type de clientèle. Mon intérêt, c'est appuyer le nautisme. Alors je trouve que tout ce qui se fait autour du nautisme, il faut être présent. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à penser seulement au côté économique, au financier de la chose. Et le développement, c'est pas comme ça qu'on doit le voir. Et l'autre aussi, c'est développer le marché local avec la location avec les gens de Martinique. Sur un salon comme celui-là, des bateaux, il ne s'en vend pas des milliers. On prend contact, on compare les concurrents nombreux à être rassemblés ici. Une aubaine pour les clients et une vitrine pour les exposants qui gagnent en visibilité. L'intérêt principal, c'est la communication, la présence et rappeler à la clientèle de pourquoi nous sommes spécialistes, c'est-à-dire le service, la fourniture de bateaux rigides, surtout et également semi-rigides. Et puis, on propose à la vente des bateaux sous forme de package avec le bateau, le moteur, la remorque. Le nautisme, un secteur en plein essor en Martinique. D'ailleurs, de nombreux bateaux de passage dans la Caraïbe y font une escale technique pour effectuer l'entretien ou des réparations. Un savoir-faire prisé par les plaisanciers et les professionnels de la mer. Ce type d'événement, ça permet déjà au public de se rendre compte que les professionnels du secteur sont nombreux, qu'ils ont des savoir-faire variés. Ça permet aussi aux professionnels entre eux de se rencontrer. Et ça, c'est important en fait pour créer des synergies. Ils ne sont pas tous au même endroit, c'est des professionnels qui sont très occupés. Longtemps réservé à une élite, le nautisme se démocratise. L'économie bleue génère d'ailleurs de nombreux emplois, mais le secteur peine à recruter de la main-d'œuvre qualifiée. Ces étudiants du marin en management commercial opérationnel des métiers de la mer l'ont bien compris et cherchent des débouchés. Je pense que le marin, du coup, c'est là où il y a l'un des ports les plus connus, on va dire, le port de plaisance le plus connu. Moi, ayant fait un stage, mon premier stage de 2 semaines à la capitainerie du marin, je suis sorti de là assez enrichi, on va dire, et j'ai bien aimé quoi. L'économie l'économie est beaucoup ressortie. Simple curieux, étudiants en quête de travail ou visiteurs à la recherche de bonnes affaires, 5000 personnes sont attendues pour cette 3e édition du Martinique Boat Show. Également dans l'actualité, cette histoire d'incompréhension culturelle en Guyane. Cette semaine, les gendarmes sont intervenus dans le village amérindien de Camouyéné pour saisir du couac. Cette semoule de manioc, souvent importée du Brésil, constitue pourtant l'aliment de base des communautés natives. L'indignation des habitants semble donc bien légitime. Brigitte Roy avec Séfiane Dei. Dans cette touque, Esteva Yapara du village amérindien de Camouyéné à Makouria stocke le couac qu'il a fabriqué. Mais depuis ces derniers mois, ses plantations de manioc ont été décimées.
Eh ben, mais maintenant, ça fait 20 ans, en mois qu'il a, moi, qui fait, moi, pas de moyen. Mais sinon, moi, pas tellement souffert du quoi. Mais là, à pas nous faute. Nous pas la terre. Nous pas de côté pour aller. Ah, pour ça qui fait nous avons ça problème. Et là, maintenant, nous obligés d'aller acheter Saint-Georges. Le 13 mai dernier, il s'est rendu à Saint-Georges pour acheter du couac. Les gendarmes du poste de contrôle de Regina ont confisqué sa cargaison de 200 kilos, bien au-dessus des 20 kilos autorisés ce jour-là. Une incompréhension pour les villageois réunis sous le grand carbet du village de Kaumouiné, habitués à se rendre à Saint-Georges. Nous, on achète le couac à Saint-Georges parce qu'on n'a pas d'abati ici à Kaumouiné. Voilà pourquoi tout le village va à Saint-Georges. Je me demande quand aurons-nous la réponse à la question que nous nous posons. Allons-nous pouvoir de nouveau acheter librement notre couac à Saint-Georges? L'association Trop Violence soutient les villageois car le couac est la base de l'alimentation des familles. Nous, on consomme 3 kilos par jour déjà. Le couac, c'est plus nourrissant. Ça nourrit mes enfants. Donc, sans couac, nous, on ne peut pas vivre sans couac. La réponse du préfet est claire. Il n'y a pas de restriction de quantité sur le couac guyanais. Il n'y a aucun arrêté préfectoral contre le couac en Guyane. Alors par contre, il faut bien savoir que l'intérêt des douanes, des services de police, c'est aussi de se contrôler tout ce qui peut rentrer des frontières extérieures. Si ses habitants achètent le couac à Saint-Georges, c'est qu'il est moins cher et confectionné par d'autres familles amérindiennes. En Haïti, des industriels ont pu constater dans la douleur qu'on ne plaisante pas avec la protection de la célébrissime appellation champenoise. 35 000 bouteilles d'un soda local estampillé champagne et destiné au marché français ont été détruites il y a quelques jours. La justice française a estimé qu'il s'agissait bien d'une usurpation d'appellation d'origine. Michel Gendre. C'est une boisson gazeuse très appréciée de la communauté haïtienne. Un soda produit depuis près de 40 ans par la brasserie de la Couronne à Port-au-Prince. Mais une cargaison de ce cola champagne, comme on l'appelle, s'est retrouvée bloquée sur le port du Havre il y a bientôt 2 ans. 35 000 bouteilles ont été immobilisées par les douaniers et le puissant comité champagne a signé l'importateur devant la justice pour usage abusif de l'appellation d'origine contrôlée. L'utilisation du nom champagne est strictement réservée. Seuls les vins mousseux de la région Champagne peuvent l'utiliser. Le tribunal de Paris a confirmé l'usurpation et a donc ordonné la semaine dernière la destruction de l'intégralité de la cargaison en provenance d'Haïti. C'est un soda qui est destiné à une consommation qui n'a rien à voir avec le champagne. En revanche, cette utilisation du nom champagne pour désigner ce soda, elle pose problème car elle dilue, elle affaiblit la notoriété de l'appellation. L'appellation champagne, c'est le joyau des champenois. C'est ce qui permet aux champenois de convaincre les consommateurs partout dans le monde de la qualité de leur vin. Bouteille après bouteille, le stock de soda haïtien a donc été transvasé à la main dans des cuves spéciales pour déchets liquides. Et les emballages, patiemment compactés avant recyclage. Le comité Champagne traque sans merci toutes les utilisations abusives de son nom. Quelques 500 affaires sont ouvertes chaque année contre des produits de toutes sortes, utilisant l'appellation d'origine Champagne. On préférait peut-être le cola à campagne, alors du coup. En Guadeloupe, le futur gymnase Rudy Gobert ne fait pas l'unanimité. Le projet a été présenté hier au Gosier en présence du joueur de basket professionnel, pivot des Timberwolves du Minnesota en NBA. Mais la construction de cette structure, estimée à près de 4 millions d'euros, soulève un certain nombre de questions concernant notamment son coût et son financement. Eric Stimpling. Le 12 novembre 2020, le conseil municipal du Gosier confirme la réalisation d'un gymnase sur le territoire de la ville. Cet équipement de 1200 mètres carrés, situé sur le plateau Saint-Germain, est censé répondre aux besoins récurrents du tissu associatif en matière de salles couvertes. Le plan de financement d'un montant total de 3,9 millions d'euros s'appuie sur une subvention de la région à hauteur de 2 millions d'euros, votée 2 ans plus tôt.
Le 17 février 2022, le conseil municipal adopte cette fois le plan de financement actualisé. La facture totale s'élève désormais à 5 millions d'euros, sans qu'il soit précisé ce qui justifie cette augmentation de plus d'1 million d'euros. Qu'importe, la région est désormais censée intervenir pour moitié, le solde étant réparti entre l'État, le département et la ville. Le 10 novembre 2022, le conseil municipal adopte l'avant-projet définitif pour la construction du gymnase et approuve le coût prévisionnel des travaux pour un nouveau montant, 6 744 875 euros. En 2 ans, le coût du projet a donc quasiment doublé. Or, le plan de financement est loin d'être bouclé. Contacté hier matin, le conseil régional précise n'avoir pas voté de subvention complémentaire. Le département, de son côté, se dit prêt à suivre et à accompagner la commune dans ce projet, mais uniquement jusqu'à hauteur de 900 000 euros. Enfin, ce matin, les services de l'État nous ont confirmé n'avoir toujours pas reçu la moindre demande de subvention au titre de l'Agence nationale du sport. On parle de sport justement, on revient sur la désillusion des handballeurs martiniquais au tournoi Outre-mer de Créteil dans le cadre des championnats de France. Les hommes de l'USC Citron et les filles de l'Arsenal se sont inclinés en finale hier. Alors qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le handball martiniquais? Élément de réponse avec Christophe Arnerin. Au-delà de la défaite, le bilan des finalités ultramarines est loin d'être négatif. Pour l'Arsenal du Robert, invaincu cette saison, ce premier revers face à l'Étoile de Morne-à-l'Eau est l'occasion de se remettre au travail sur les fondamentaux et de rôder ce qui fait la force de ce collectif, une solidarité exemplaire. C'est notre première défaite. On a tous du mal à assumer ça. Maintenant, c'est à nous de se poser les bonnes questions. Pourquoi tout ça duel? Pourquoi physiquement on n'a pas pu répondre? C'est à nous de nous poser les bonnes questions avant de chercher les facteurs X. Chez les garçons, le travail se situe au niveau du défi physique. Les Foyalais disposent de joueurs redoutables qui vont devoir franchir un nouveau palier. Condition fondamentale pour aller jouer la prochaine finale de National 3 samedi. La questionnaire est là depuis plus de 10 ans. On ne peut pas rivaliser pour le moment avec eux. Bien qu'avec du travail en profondeur, avec de meilleures conditions de travail, on peut y arriver. C'est la N3 qui est à notre portée. Et donc, on va tout faire pour samedi. Dès ce vendredi, les deux formations vont retrouver le chemin de l'entraînement après une journée de repos. Objectif, décrocher la Nationale 3 pour Citron et la Nationale 2 pour l'Arsenal. Une question à présent, comment allez-vous lui témoigner votre amour dimanche? À quelques jours de la fête des mères, nous avons voulu savoir quels sont les cadeaux les plus tendances cette année. Les appareils électroménagers sont définitivement bannis, les mamans veulent de la détente et du bien-être, et cela passe même avant les bijoux désormais. Irène Emonide avec Patrice Châteaudeguin. Le jour J, c'est dimanche, et pas question de passer à côté. Francine et Ghislaine jettent un œil dans cette salle. Marc-Olivier est à l'accueil. L'institut est familial, spécialisé dans les massages bien-être. Et ce week-end, des journées détente sont organisées à l'occasion de la fête des mères. Pour ces dames, c'est encore mieux que des bijoux. Les cadeaux qui font du bien et les cadeaux qui sont vraiment pour soi, qu'on ressent en soi en ce jour de fête, oui, on les privilégie, le massage, un bon repas, quelque chose de ce genre, un sauna, tout ça, effectivement, ça fait partie des cadeaux que les mamans préfèrent, je pense. Pas forcément un voyage, mais en fait, il faut être un petit peu égoïste, au moins quelque chose où on ressent que c'est pour nous, qu'on puisse se sentir aimé, apprécié, apaisé. Cadeaux, alors bien-être, bijoux, des choses qui concernent la femme. Parce que la maman, c'est pas que celle qui s'occupe des enfants. Il y a elle personnellement. Donc les machines à laver, les comment ça s'appelle encore, les robots et tout, ça suffit. Ça va, on a donné. Pourquoi pas un spa ou bien du bien-être avec jacuzzi, tout ça. Spa, jacuzzi ou piscine, même pour les petits jardins, sont également en vogue, avec des conditions de paiement. Un cadeau qui fait plaisir aux mamans et à la famille, tout simplement. Ah oui, c'est un très beau cadeau, franchement. C'est le cadeau pour la fête des mères. Et on sait quoi comment avec papa? On verra. Peut-être avec la sœur. La particularité de ces spas, c'est que c'est très simple, très rapide à installer. En moins de 10 minutes, vous avez votre spa qui est gonflé. Il suffit simplement de le mettre en eau
et en profiter. Un petit peu d'entretien, effectivement. Donc, une fois par semaine, il va falloir rincer le filtre qui va s'encrasser un petit peu en fonction de l'utilisation. Les week-ends à l'hôtel, les réservations au restaurant, les soins bien-être. Depuis la crise sanitaire, 2 ans de stress sans pareil. Nombreux sont ceux et celles qui voient désormais la vie autrement. Allez, un peu de musique à présent, quand la soul tropicale de David Walters séduit le public parisien. Le chanteur d'origine martiniquaise a présenté son dernier album dans la célèbre salle de spectacle de la Cigale. C'était hier soir. Une belle invitation à la fête à laquelle ont assisté Nathalie Sarfati et Bruno Gabetta. C'est le retour en live du globe-trotteur martiniquais David Walters sur une grande scène parisienne, la Cigale. Hasard du calendrier, c'est son anniversaire et le jour où il y a 2 ans, il enterrait sa mère. Je le prends comme quelque chose de providentiel. Je me dis j'ai de la chance, tout est aligné, les gens sont là. C'est de l'émotion parce que je suis touché de voir que c'est complet. C'est comme si tu donnais rendez-vous à 1200 personnes et puis ils viennent tous. C'est sympa. J'ai fait un rêve et les masques tremblaient. J'ai fait un rêve et les statues tombaient. Un rêve réalisé pour celui qui a commencé à chanter pour les copains. Une consécration pour un artiste qui ne court pas après le succès. J'ai fait un rêve. Ce qui m'intéresse, c'est la chanson, c'est les choristes qui sont là, c'est les musiciens, c'est quand on cherche, c'est être à propos, c'est apporter de la musique aux gens. Parce que c'est de l'émotion, il n'y a que ça qui m'intéresse. Moi, il y a 4 ans, je jouais dans les bars. Son 4e album, Soul Tropical, symbolise la connexion à son histoire, à sa famille originaire des Antilles. Sa musique est toujours inspirée de ses voyages, tout en restant ancrée dans sa culture créole. Moi j'ai toujours fait cette musique, tropicale, afro-caribéenne. Et pour moi le créole c'est mondial. Parce que si tu regardes bien, le créole il y en a partout. Des Africains, des Afro-Caribéens, des Caribéens, il y en a partout dans le monde. Cet album est subtilement militant. Dans Toxique, il dénonce l'utilisation du chlordécone aux Antilles. Mais quels que soient les thèmes de ses chansons, c'est sur scène qu'il aime à les partager. Je pense que c'est pour ça aussi que je fais de la musique. C'est ça mon chocolat. Il n'y a plus d'intermédiaire. Tac, t'es avec le public, quoi. Ça, c'est la récompense. C'est comme ça à Paris, toi et moi, c'est comme ça. David Walters ne laisse personne indifférent. Il revisite le funk et la soul façon créole. Et une chose est sûre, il est impossible de ne pas danser. Difficile de résister en effet à la soul tropicale de David Walters. C'était donc pour refermer votre journal local et régional. Je vous en rappelle l'un des principaux titres, c'est l'ouverture officielle de la saison cyclonique. Aujourd'hui, selon les prévisions, près de 15 phénomènes importants devraient concerner l'ensemble de la région Caraïbe et se former sur l'Atlantique. La moitié de ces phénomènes pourraient devenir des ouragans majeurs selon les prévisionnistes. N'oubliez pas vos rendez-vous d'infos en radio. Demain matin, 6h45, l'édito de Jean-Marc Party. 7h, le journal, ce sera avec Pedro Bonerville. 7h18, Sazot Kadi. Bertrand Caruge recevra Nathalie Martaille-Jouan. Elle est conseillère municipale de Fort-de-France et déléguée à la parentalité, à l'égalité et à la lutte contre les violences intrafamiliales. 7h18, donc en radio. Restez avec nous pour notre tour d'horizon de l'actualité dans le reste du monde. C'est dans quelques secondes. À tout de suite.